Juin 2012, près du palais de justice de Paris. Michel Godest se rend à la Cour de cassation, la plus haute juridiction en France. L'avocat est convaincu qu'une de ses clientes est victime d'une erreur judiciaire. Maître Godest joue sa dernière carte, une requête en révision dans l'espoir d'un nouveau procès. Eh bien voilà, la requête en révision est déposée. C'est mon reçu, il faut attendre que maintenant ça se poursuive. Il faudra être patient, j'en ai peur. C'est une procédure longue, délicate. Patience, patience et confiance, surtout pour Edwige et ses enfants, auxquels je pense régulièrement. 10 ans, 12 ans de souffrance, il est temps maintenant de célébrer quelques victoires. Edwige, c'est Edwige Alessandri, une femme de 53 ans, condamnée 3 fois pour le meurtre de son mari Richard, décédé en juillet 2000. Elle a effectué plus de 4 ans de détention. Depuis 12 ans, elle clame son innocence. Dans ce combat, Brice, le plus jeune de ses 2 fils, l'a toujours soutenu. Il a aujourd'hui 24 ans et s'exprime pour la première fois devant une caméra de télévision. Je souhaite qu'on mette un nom sur les coupables qui ont fait ça et que ma mère soit de là acquittée, qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus Alessandri égale meurtre en dessous, quoi. Johan, le fils aîné d'Edwige Alessandri, a aujourd'hui 29 ans. Comme son frère, il soutient sa mère depuis toujours. Je veux me battre pour que l'innocence de ma mère soit reconnue. Je veux me battre aussi pour qu'enfin la mémoire de Richard puisse être vengée. Et on continuera tant que ce ne sera pas fait, quoi. L'affaire Alessandri, c'est l'histoire d'une famille brisée. Contre-enquête sur un meurtre qui n'a toujours pas livré son mystère. Ouais. Et pourquoi le voyant rouge, il savait pas? Sur ce film de famille, Edwige et Richard Alessandri passent leurs vacances en Corse. Nous sommes en 1992, 8 ans avant le drame. Les Alessandri forment un couple uni, même s'ils ont tous les deux un caractère bien trempé. C'était 2 caractères forts. Ça, c'est sûr que c'était pas le calme plat à la maison. C'était pas plan-plan, disons qu'il y avait tout le temps un sujet de discussion. Oui, c'est sûr qu'il y avait des échanges de points de vue qui pouvaient être passionnés, quoi, disons. Et en plus de ça, eux, leur amour, je pense, était passionnel. En 1997, Edwige et Richard, tous les deux commerçants, rachètent un Intermarché à Pernes-les-Fontaines. Une bourgade paisible du Luberon, située à 20 km d'Avignon. Richard était un vrai dirigeant d'entreprise. Edwige travaillait avec lui, couple dynamique, travailleur et qui gagnait de l'argent. Au moment des faits, Edwige et Richard Alessandri sont devenus de riches notables. Leur fils Brice a alors 12 ans. Johan, 17 ans, est issu d'un premier mariage d'Edwige. Une vie de famille a priori harmonieuse, des affaires qui marchent. Tu veux l'œil gauche maintenant? C'est à vous ces beaux yeux-là. Oui. Les Alessandri ont tout pour être heureux, jusqu'à ce funeste jour de juillet 2000. La famille Alessandri habite ce joli mât provençal, appelé la Gasquie. Le drame a eu lieu ici, dans cette maison à l'écart du village. Nous sommes le dimanche 16 juillet 2000. Il y avait une ambiance de dimanche soir, j'ai envie de dire. Tout le monde est un petit peu fatigué. Après le repas, je crois qu'on a regardé un peu la télé tous ensemble dans le salon. Après, moi, je suis allé monter dans ma chambre, quoi. Et n'arrivant pas à dormir, je sais que je suis redescendu avec mon sac de couchage, mon oreiller pour me caler, pour regarder un peu la télé jusqu'à quand que
que je m'endorme, quoi. Et je me souviens de flemme, je suis resté devant la télé, quoi. Donc je me suis endormi sur le canapé en bas, quoi. Voici un plan du rez-de-chaussée de la maison. Brice s'est assoupi sur le canapé devant la télévision. Au premier étage, Johan se trouve dans son lit. Une chambre le sépare de celle de ses parents. Il est minuit. Soudain, une détonation. Richard Alessandri est tué dans son lit. Un tir de fusil de chasse, calibre 12. J'étais en train de dormir, mais ça me semble être un volet qui claque. Et en fait, quand je sors de ma chambre, je suis pris par une odeur de poudre, mais tout de suite. Et donc là, je me dis, il y a un souci, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, c'était pas un volet qui a claqué. Et en fait, rapidement, je vois ma mère dans la salle de bain, en train de téléphoner au secours en disant « Ils ont tué mon mari, au secours, venez m'aider ». Edwige Alessandri converse au téléphone avec les secours. Elle est incapable d'avoir une discussion cohérente avec le SAMU. Le procès-verbal de retranscription de la conversation téléphonique indique que Madame Alessandri parle d'une voix affolée et sanglotante. Moi, j'ai pris le téléphone des mains pour pouvoir expliquer aux pompiers, en fait, l'adresse de la maison, parce qu'elle arrivait concrètement pas à expliquer l'adresse de la maison aux pompiers, quoi. Les secours arrivent à minuit et demi, soit une demi-heure après le drame. À la demande d'un pompier, Edwige Alessandri, qui est couverte de sang, prend une douche. Elle raconte qu'elle dormait à côté de son mari. Réveillée par des bruits, elle aperçoit alors des silhouettes au pied du lit. Selon elle, un coup de feu est parti et quelqu'un aurait dit « Merde, le coup est parti, tirez-vous !» Les gendarmes arrivent sur les lieux quelques minutes après les pompiers. Ils se livrent aux premières constatations. Ils photographient la maison sous toutes les coutures. Ils constatent notamment que la fenêtre de la cuisine est ouverte. Un détail qui intrigue très vite les gendarmes. Le capitaine Roland était adjoint du directeur d'enquête. Ce qui l'a interpellé, c'est qu'Edwige Alessandri et son fils Johan, censés être en état de choc, insistent lourdement sur ce point bien précis. Ils ont dit « Regardez, messieurs, la fenêtre de la cuisine est ouverte ». Ça a laissé sous-entendre de faire croire aux enquêteurs que les auteurs étaient rentrés dans l'habitation par la fenêtre coulissante de la cuisine. Les enquêteurs examinent le plan de travail devant la fenêtre de la cuisine à la lumière rasante. Ils ne trouvent aucune trace de passage à cet endroit. Ils ont conclu que personne n'a pu entrer par cette issue. Ce point va jouer un rôle décisif dans l'enquête. Désormais, les gendarmes soupçonnent Edwige Alessandri et ses fils. Pour eux, personne n'est entré dans la maison. Le meurtrier est forcément un membre de la famille. Quelques jours plus tard, l'autopsie révèle que Richard Alessandri a été tué d'un tir de fusil de chasse, calibre 12. Pendant 4 mois, les investigations des gendarmes de Carpentras ne donnent rien. L'enquête piétine jusqu'au 28 novembre 2000. À 6h30 du matin, 12 gendarmes débarquent à la Gasquie. C'est Johan qui leur ouvre la porte. Vous ouvrez la porte, vous avez un gendarme qui vous dit... où je lui ai demandé, en plus, vous avez trouvé les assassins de Richard, et ils nous ont dit, c'est vous. Et ils nous ont embarqués en garde à vue. Les 3 membres de la famille Alessandri sont conduits à la gendarmerie de Carpentras. Brice est interrogé par 3 enquêteurs. Une pression difficile à supporter pour cet enfant de 12 ans. Tu dis pas tout, c'est pas vrai, tu mens, t'as caché, tu caches quelqu'un, ton frère, toi, allez, dis... Ça, toute la journée, quoi. Pendant les 10 heures de son interrogatoire, Brice ne varie pas dans ses déclarations. Ce soir-là, il n'a rien vu, rien entendu. Il s'est réveillé à l'arrivée des pompiers. La mère de Brice, Edwige Alessandri, est interrogée dans un autre bâtiment de la brigade de gendarmerie de Carpentras. C'est donc dans cette pièce que Edwige Alessandri sera placée en garde à vue pendant 48 heures. Elle a eu à un moment la pression des gendarmes et c'est comme ça, quoi. Hein.
Malgré cette pression des gendarmes, Edwige Alessandri maintient sa version des faits. Elle a dit, ce n'est pas moi qui ai tué mon mari. J'ai toujours aimé Richard et j'aime toujours Richard. Johan vient tout juste d'avoir 18 ans lorsqu'il est placé en garde à vue. Après 22 heures d'interrogatoire, les enquêteurs obtiennent des aveux. Johan accuse sa mère. Alors je leur dis qu'effectivement il y a eu une dispute très grave, que ça a dégénéré et qu'il y a un coup de feu qui est parti, que j'ai vu ma maman dans la chambre donc avec un fusil posé sur le lit, que suite à ça elle m'a dit que Richard était décédé. Devant les gendarmes, le jeune homme précise le scénario du meurtre. Pour faire croire que des intrus sont entrés dans la maison, Johan, son frère et sa mère auraient maquillé la scène de crime. Ils auraient d'abord ouvert la fenêtre coulissante de la cuisine, puis déplacé 3 pots de fleurs qui se trouvaient sur le rebord de cette même fenêtre, et enfin, déposé un pétale de fleurs et un peu de terre dans l'escalier. Ces aveux n'ont fait que confirmer tous les éléments que l'on avait et que lui n'avait pas. Donc cela nous a confirmé qu'il nous disait la vérité. Une question demeure. Johan déclare avoir caché l'arme du crime dans une haie de laurier du jardin. En pleine nuit, les gendarmes emmènent le jeune homme sur place. Ils font chou blanc. Le fusil ne se trouve pas dans la haie. La maison et ses abords sont fouillés de fond en comble. L'arme ne sera jamais retrouvée. Dans la foulée des aveux de Johan, Edwige Alessandri est mise en examen pour le meurtre de son mari au tribunal de Carpentras. Elle est incarcérée à la prison d'Avignon. Pour les enquêteurs, l'affaire est bouclée. C'est bien Madame Alessandri qui a tué son mari. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre, Johan revient sur ses aveux. Il écrit au juge d'instruction. J'ai dit beaucoup de choses fausses. Je souhaiterais m'expliquer et vous dire la vérité. Johan accuse les gendarmes de lui avoir extorqué ses aveux. Le jeune homme est reçu par le magistrat instructeur 1 mois et demi plus tard. J'ai l'impression que sa conviction intime elle est déjà faite en fait. Et que pour lui l'affaire elle est déjà terminée quoi. Que l'instruction elle est déjà finie en fait. Johan échappe à toute poursuite pour complicité de meurtre. Mais la machine judiciaire est lancée. Edwige Alessandri devra affronter un procès d'assises, seule. Après 2 ans de détention préventive, Edwige Alessandri bénéficie d'une libération conditionnelle. Elle s'exprime alors à la télévision. Elle clame son innocence et n'a qu'un souhait, retrouver les assassins de son mari. Qu'un jour, on puisse me dire, on les a arrêtés, quoi. C'est pas une revanche ni une vengeance, hein, loin de là. Mais c'est ce à quoi on a droit. En 2006, en Avignon, Edwige Alessandri écope de 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari. Son attitude devant la cour n'a pas joué en sa faveur. Selon l'avocat général présent à l'audience, Edwige Alessandri n'a laissé transparaître que peu d'émotions. Si on se fait agresser un jour chez soi par des gens de l'extérieur, que l'un d'entre nous est tué au cours de cette scène, je pense que le survivant va être complètement éploré par ce qui s'est produit, par ce qui s'est passé. Mais chez elle, il y a toujours cette espèce de froideur et de distance qui s'est dégagée par rapport à l'événement, qui a été ressenti par de nombreux intervenants. 10 mois plus tard, la cour d'appel de Nîmes confirme la peine de 12 ans de prison. Edwige Alessandri clame toujours son innocence. Maître Gégère, l'avocat de Brice, affirme que le témoignage des gendarmes à la barre a pesé très lourd dans le verdict. Lorsque quelqu'un qui représente la loi vient vous dire « je suis convaincu » que ça s'est passé de cette manière-là, que ces éléments-là sont répétés à plusieurs reprises, ça ne peut pas être sans incidence dans l'esprit de la cour et des jurés, même si ça ne devrait pas en avoir, parce qu'encore une fois, la conviction d'un enquêteur n'a rigoureusement rien à faire dans un procès d'assises. Suite à un vice de procédure et un pourvoi en cassation, Edwige Alessandri obtient un 3e procès à Lyon, en 2009. Cette fois,
Elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Pas de mobile, pas d'arme du crime et les aveux rétractés de Johan, le principal accusateur de sa mère. Les jurés doutent. Anne Marion était justement jurée au procès de Lyon. À titre exceptionnel, elle a accepté de témoigner à visage découvert. Selon elle, le doute n'a pas profité à l'accusé comme la loi l'exige. Je pense qu'effectivement, certains ont été influencés par les magistrats. C'est pas une certitude, mais je vois pas comment il peut en être autrement, étant donné que, je vous dis, pour avoir des conversations tous les midis ensemble, c'était pas logique. Qu'est-ce qui était pas logique? Le fait qu'elle soit condamnée. Par rapport aux conversations que vous aviez avec vos collègues jurés? Voilà. Qui eux-mêmes doutaient à l'époque, c'est ça, à ce moment-là? Bien sûr, tout le monde doutait, tout le monde a toujours douté. On n'en a jamais vu un qui a dit qu'il était sûr qu'elle était coupable. Jamais. Le doute n'a pas bénéficié à Edwige Alessandri, ça c'est sûr. Aujourd'hui, 12 ans après les faits, Edwige Alessandri est en liberté conditionnelle. Elle n'a plus le droit de parler aux journalistes. Malgré 3 condamnations, elle crie toujours son innocence. Il faut dire que l'enquête menée par les gendarmes n'est pas sans faille. Les principaux éléments à charge sont fragiles. Le premier d'entre eux, les aveux de Johan. Les aveux de Johan lui ont-ils été extorqués? Aujourd'hui, le jeune homme dénonce les conditions de sa garde à vue. On m'emmène dans un bureau, et puis je vois les gendarmes qui commencent à fermer les volets roulants des bureaux pour que je ne vois plus la lumière du jour. Je les vois enlever leur montre. Johan, il peut vous dire qu'on lui a enlevé sa montre, que nous l'avons enfermé dans le noir, mais c'est faux. C'est faux. En fait, on m'enlève tout repère spatio-temporel, quoi. Selon Johan, les enquêteurs l'ont privé de sommeil pour tenter de le faire avouer. Ça vide de toute énergie, on perd ses facultés de réflexion, on perd pas mal de choses, quoi. On a envie que d'une chose, c'est de pouvoir dormir. À un moment donné, on lui a même proposé, si vous voulez, aller se reposer. Mais si on le laissait se reposer, c'était dans une cellule. Mais à partir du moment où il a appris que sa mère était susceptible d'être dans la cellule à côté de lui, il a refusé. C'est lui qui a désiré rester sur une chaise pour se reposer. Il n'a pas, à aucun moment, il n'a voulu aller dans une cellule se reposer allongé. C'est bien la première fois que je vois qu'un gardé à vue a son mot à dire dans la manière dont se déroule sa garde à vue. J'ai nombre de clients qui seraient heureux qu'on ait pu leur poser cette question ou qu'on ait pu leur donner ce choix. Aujourd'hui, Johan affirme que ses aveux lui ont été soufflés. Je commence à m'avancer un scénario en me disant, bah non, voilà, ça, tu peux pas nous dire que c'est quelqu'un d'autre puisque nous, on sait que personne n'est rentré dans la maison. Donc c'est forcément un de vous trois. Mais il n'y a eu aucune pression sur Johan. Ils ont réussi au bout d'un moment à ce que je croie complètement aux éléments scientifiques qui m'avançaient. Donc, au bout d'un moment, je me suis mis à raisonner dans ce que je disais par rapport aux éléments scientifiques qu'eux m'avaient donnés. Après 22 heures d'interrogatoire, Johan craque. J'avais tellement envie d'aller dormir et que ça se finisse que finalement, je leur ai dit ce qu'ils avaient envie d'entendre en pensant que de toute façon, derrière, c'était tellement faux et pas vrai que ça ne passerait jamais et que voilà. Ses aveux n'ont jamais été entrecoupés, vous pouvez regarder son audition, par une question d'un enquêteur. Ça a été un flot d'aveux continu. Dans ses aveux, Johan n'apporte aucun élément nouveau qui ne serait pas connu des gendarmes. Jean-François Abgral nous le confirme. L'ancien gendarme n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a notamment révélé que Francis Saulme était un tueur en série. Il a été engagé comme détective privé par Madame Alessandri. Pour que l'aveu tienne, il faut que le témoin prouve ce qu'il dit. Hein, j'ai tué, bah prouve-le, mon vieux. Parce que si tu m'amènes pas d'éléments qui me démontrent que tu es l'auteur, ça n'a aucune valeur. Donc en général, ce qu'il faut, c'est des éléments matériels qui soient imparables derrière. C'est-à-dire que l'auteur d'un meurtre va vous amener à l'arme du crime, par exemple. Là, on l'a pas. Est-ce qu'il y a un élément objectif qui vous donne, à vous, qui est la preuve absolue de ce qu'il dit est vrai? Un blanc. Ben, tout
tout ce que Johan nous dira, ben, ça a été confirmé par les constatations, quoi. C'est simple. Autre problème, il n'y a aucune preuve matérielle contre Edwige Alessandri. Le jour des faits, les gendarmes ont cherché des traces de poudre sur les mains d'Edwige Alessandri et de son fils Johan. La poudre, ce serait la preuve scientifique que la mère et son fils ont tenu l'arme du crime. Nous avons sollicité un expert en balistique auprès des tribunaux. Jean-Claude Schlinger est agréé par la Cour de cassation depuis plus de 20 ans. Il est considéré par ses collègues comme le meilleur spécialiste en France. Jean-Claude Schlinger nous explique comment, lors d'un meurtre par arme à feu, les enquêteurs recherchent systématiquement de la poudre, ce qu'on appelle les résidus de tir. Lorsque les projectiles sortent du canon, ils sont suivis par un nuage de particules. Lorsque je tire, si je tiens le fusil comme ça, ma main gauche est à proximité de l'extrémité du canon, et donc l'extérieur de ma main va être pollué par ces résidus. Dans l'affaire Alessandri, les enquêteurs ont effectué des prélèvements sur les mains d'Edwige, comme nous le montre l'expert. Donc je viens de tirer. On va donc maintenant faire les prélèvements sur mes mains. Ces prélèvements s'effectuent grâce à des tamponnoirs. Dans le cas d'Edwige Alessandri, les analyses n'ont rien donné. Ces résidus de tir, qui ressemblent à du talc, disparaissent au contact de l'eau. Or, à la demande des pompiers, Edwige Alessandri avait pris une douche. On ne saura donc jamais si elle était porteuse de résidus de tir. Johan, lui, n'a pas pris de douche. Et dans ses aveux, il affirme avoir tenu l'arme après le coup de feu. Retour à la démonstration avec l'expert. Le fusil étant lui-même pollué par les résidus, quelqu'un qui va prendre l'arme va polluer ses mains et notamment, principalement, l'intérieur de ses mains, la paume. Au cours de cette démonstration, une personne joue le rôle de Johan. Notre figurant prend le fusil qui vient de tirer. Et les prélèvements sont effectués exactement de la même manière que sur le tireur. Donc maintenant, on va pouvoir faire analyser les tamponnoirs. On va donc se rendre au laboratoire. Ces tamponnoirs doivent révéler la présence de résidus typiques de tir qui sont toujours constitués de 3 composantes chimiques. On ne peut pas parler de résidus de tir lorsque l'on n'a pas en présence en même temps les 3 éléments plomb, barium et antimoine, surtout pour ce qui concerne un fusil de chasse. 1 heure plus tard, les résultats du test de notre expert tombent. Pour ce qui concerne le complice, c'est-à-dire la personne qui est venue après le coup de feu et qui a pris le fusil, on n'a pas de résidus sur l'extérieur des mains. Par contre, on a la présence des 3 éléments de façon très caractéristique sur les paumes des 2 mains. Donc, ce qui est normal puisqu'il a pris le fusil et donc il a été pollué par les résidus qui se trouvaient sur l'arme. Dans l'affaire Alessandri, les gendarmes n'ont pas révélé la présence de ces 3 composantes chimiques sur les mains de Johan. Les constatations des enquêteurs ne permettent pas d'établir qu'il a tenu l'arme entre ses mains. Selon la défense, les aveux de Johan ont été recueillis dans des conditions contestables. Il y a une absence manifeste de preuves matérielles. Mais alors, pourquoi les gendarmes se sont-ils obstinés dès le début de l'enquête sur la piste d'Edwige Alessandri? Le capitaine Roland nous conduit sur les lieux du drame. C'est la première fois qu'il y retourne. C'est vrai que lorsque j'aborde la propriété, ça me rappelle quelques années avant. Hein. Ça fait 12 ans que ça s'est passé. Et bon, ça rappelle de bons moments d'enquêteur aussi. Les gendarmes n'ont jamais cru à l'intrusion d'étrangers dans la maison. C'est sur cet élément que repose leur conviction de départ. L'élément capital, effectivement, c'est la non-constatation d'intrusion par qui que ce soit. Ça a beaucoup plus de conséquences qu'on peut penser dans l'esprit d'un gendarme, ça.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'intrusion extérieure, mais ça veut aussi dire que ceux qui sont à l'intérieur nous ont menti. Pour Jean-François Abgral, les enquêteurs et les magistrats se sont trompés. Selon l'ancien gendarme, des intrus ont pu pénétrer dans la maison. On nous fait une démonstration pour dire que le crime est un crime commis dans une maison close, puisque toutes les portes sont fermées, et puis il s'avère que rien n'est clos. Qu'il y a une porte-fenêtre qui donne dans le jardin, et qu'elle est non verrouillée, et que cette porte-fenêtre a une poignée à l'extérieur. Autrement dit, c'est une porte ouverte. Les enquêteurs ont effectivement constaté que la porte-fenêtre donnant accès au jardin n'était pas fermée à clé le jour du drame. Cette porte-fenêtre de cuisine est fermée et non verrouillée. C'est clair, c'est net. Donc les auteurs ont pu passer par cette porte-fenêtre. Si, effectivement, on prend la version d'Edwige Alexandri, les auteurs sont sortis par cette issue. Une intrusion extérieure impossible, un huis clos familial. Cette conviction des enquêteurs a-t-elle biaisé toute l'enquête? Maître Gégère en est convaincu. On va tout faire pour faire en sorte de venir conforter la seule thèse qui demeure crédible à leurs yeux. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté, mais ils ont fait preuve, à mon sens, d'une grande rapidité dans le raisonnement qui va les conduire non plus à faire des constatations objectives, mais à venir nourrir leurs convictions. Et il n'y a rien de pire qu'un inspecteur, enfin qu'un enquêteur, il n'y a rien de pire qu'un enquêteur qui nourrit une conviction pour arriver à une solution. Un dernier élément a convaincu la justice de la culpabilité d'Edwige Alessandri. Elle aurait menti sur les circonstances même du meurtre. Edwige Alessandri a toujours affirmé qu'elle avait entendu immédiatement après la détonation prononcer la phrase « Merde, le coup est parti, tirez-vous !» À l'époque, les gendarmes font appel à un expert en acoustique. Il établit qu'Edwige Alessandri n'a pas pu entendre cette phrase, contrairement à ce qu'elle affirme. D'après les experts en acoustique, il est très difficile que l'on puisse entendre après un tel coup de feu, je vous le répète, 128 à 136 décibels, à proximité de l'oreille, qu'on ait pu entendre une telle phrase. Et cet élément-là va être, et je le répète, un élément charnière qui va permettre à l'accusation de basculer en disant « Eh ben, si elle dit qu'elle a entendu ça, et que, objectivement, nous, on a la preuve scientifique qu'elle n'a pas pu l'entendre, c'est qu'elle ment, et si elle ment, c'est qu'elle a commis les faits qui lui sont reprochés. » Jean-Claude Schlinger affirme qu'Edwige Alessandri était tout à fait en mesure d'entendre cette fameuse phrase. L'expert nous a proposé de le vérifier sur le terrain. Donc nous allons effectuer une expérience. On va se replacer dans des conditions les plus proches possibles de celles des faits, c'est-à-dire utiliser une chambre dont les dimensions sont voisines de celles de monsieur et madame Alessandri, placer une cible sur un lit à la place de la tête de monsieur Alessandri. Pour cette reconstitution, Jean-Claude Schlinger a convoqué 3 femmes de 40 ans, l'âge d'Edwige Alessandri au moment de la mort de son mari. L'expert veut vérifier ce que ces 3 femmes entendent immédiatement après un coup de feu. À l'époque des faits, l'expert avait mesuré une intensité sonore de 128 décibels. Lors de notre expérience, le sonomètre a affiché 127 décibels. Les conditions sont donc quasiment identiques. Jean-Claude Schlinger utilise un fusil de chasse calibre 12, une arme semblable à celle qui a tué Richard Alessandri. L'expérience peut commencer. Zut, le coup est parti, on se tire. Zut, le coup est parti, on se tire. Merde, le coup de feu. Merde, le coup de feu. Mince, c'est parti tout seul, tirons-nous. Mince, c'est parti tout seul, tirons-nous.
Suite au coup de feu, j'ai parfaitement entendu la phrase qu'il m'a citée juste après. Un petit sifflement dans l'oreille, mais tout était clairement, pour moi, c'était très clair. Difficile d'accuser Edwige Alessandri d'avoir menti après cette expérience. Ça me paraît d'autant plus léger qu'on vient de constater aujourd'hui que c'était totalement erroné et que une personne normale entendait parfaitement la phrase qui est dite après un coup de feu et immédiatement après un coup de feu. Nous faisons visionner cette reconstitution au capitaine Roland. On va se replacer dans des conditions les plus proches possibles de celles des faits, c'est-à-dire Les plus proches possibles. Utiliser une chambre pas identique. dont les dimensions sont voisines de celles de monsieur et madame Alessandri. Vous en pensez quoi? Il y a des conditions qui sont presque identiques. Ce ne sont pas les mêmes conditions, elles sont très proches. Là, en l'occurrence, on était 10 autour, on a tous entendu parfaitement la phrase. Et on ne peut pas dire que l'expert hurle. D'accord. D'accord. Ça change votre vision des choses, au moins sur ce point-là, ou pas? Moi, ça ne change rien. Sur ce point précis. Sur ce point précis, je ne me prononcerai pas, je vous ai dit. Les éléments à charge contre Edwige Alessandri sont fragiles. Il n'y a aucune preuve matérielle contre elle. Aujourd'hui, son nouvel avocat, Maître Godest, est convaincu que le dossier est vide. Au fur et à mesure que j'ai travaillé ce dossier pendant des centaines d'heures, très vite, petit à petit, j'avais la conviction profonde qu'Edwige était innocente. Maintenant, ça ne fait plus le moindre doute. Reste une autre question, la question clé. Si Edwige Alessandri est innocente, qui a tué son mari? Pendant notre enquête, nous avons acquis la conviction que des pistes ont été insuffisamment exploitées par la justice. Le lendemain du drame, les enquêteurs relèvent la présence de traces de pas dans le jardin de la famille Alessandri. Précisément près d'une haie de laurier, à une dizaine de mètres de la porte-fenêtre de la cuisine. De plus, la propriété est complètement isolée, au milieu des champs d'agrumes. Pour l'ancien gendarme Jean-François Abgral, ces traces de pas sont un indice capital. Je vous rappelle quand même, pour la petite histoire, que le jardin est situé à l'arrière d'une maison qui est elle-même située au bout d'une impasse à l'écart du village. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là. Et on ne passe pas là non plus. Si on y est, c'est pour faire... C'est quoi? On a été invité ou alors on est planqué là, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Ces traces de pas, les gendarmes les considèrent également comme un indice très sérieux dès le début de l'enquête. Traces de pas dont on a fait le moulage et qui ont été saisies. Les moulages sont alors placés sous scellé. Aucune des chaussures des membres de la famille Alessandri ne correspond à ces traces de pas. 2 mois plus tard, un autre meurtre est commis à quelques kilomètres de la maison de la famille Alessandri, dans le même village de Pernes-les-Fontaines. Ce second fait divers va mettre les enquêteurs sur une piste très sérieuse pour identifier l'homme qui a laissé ses empreintes de pas. Lundi soir, dans un canal de Pernes-les-Fontaines, c'est dans le Vaucluse, non loin de Carpentras, on a retrouvé le corps d'un adolescent mutilé. Il avait été victime d'une expédition punitive, expédition préméditée. La victime, Romain, 17 ans. Il est massacré par 2 jeunes de Pernes-les-Fontaines pour une banale affaire de scooter volé. Quand Romain, 17 ans, arrive sur sa mobilette, ses 2 anciens camarades lui ont dressé un véritable guet-apens. L'un le roue de coups de batte de baseball, l'autre lui tire dessus à 3 reprises avec une carabine. Cette carabine a été fournie aux 2 assassins de Romain par un 3e adolescent, âgé de 18 ans, qui prépare un BEP. Nous l'appellerons Christophe. Christophe sera condamné 2 ans plus tard pour détention d'armes illicites. Lors d'une perquisition chez Christophe, les enquêteurs retrouvent une paire de baskets de marque Asics, type GEL, pointure 44 usagée. Et les chaussures seront comparées au moulage qui avait été fait précédemment dans le jardin de la propriété Alexandrie. Effectivement, les chaussures de l'intéressé pouvaient correspondre sur certains points, la marque, la pointure, mais bon... Et le modèle?
Et le modèle. Marque, modèle, pointure. Les chaussures de Christophe correspondent en tout point au moulage effectué dans le jardin des Alessandri. Et là, les gendarmes ont une obligation, c'est d'inspecter ces traces de beaucoup plus près. Or, que font-ils? Ils se contentent d'une comparaison visuelle. Les gendarmes se contentent d'une comparaison visuelle entre le moulage et les chaussures de Christophe. Ils ne procèdent pas à des vérifications plus poussées en laboratoire. L'usure était trop importante et ne correspondait pas au prélèvement qui avait été effectué. Alors c'est l'empreinte et la chaussure qui ne correspondaient pas, ou vous n'avez pas pu aller plus loin parce qu'elles étaient trop usées? On n'a pas pu aller plus loin parce que la chaussure était trop usée. Un argument qui surprend Jean-Claude Schlinger, expert auprès des tribunaux. Selon lui, une trace laissée par une semelle de chaussure, même usée, s'apparente à une empreinte digitale avec des caractéristiques uniques. Une semelle peut être analysée comme toute empreinte. Si je prends cette chaussure par exemple, bon, on voit qu'il y a un certain nombre de dessins qui sont très caractéristiques. On va donc, à l'aide de ces dessins, identifier la chaussure et ensuite on va chercher les traces particulières. Si je regarde cette chaussure, je vois qu'ici, par exemple, on a une espèce de fente provoquée par un objet tranchant sur lequel le porteur de la chaussure a marché. Elles existent sur toutes les chaussures. Tout le monde a un jour marché sur un objet qui a laissé une marque sur les semelles. Même sur une semelle plus usée que celle qui a laissé l'empreinte sur les lieux, on va quand même retrouver cette trace particulière. Et si on arrive à mettre en évidence la présence de cette trace particulière sur la chaussure et sur l'empreinte en plâtre, on va pouvoir faire un rapprochement formel de ces deux formes de traces particulières. Et donc pouvoir déterminer que seule cette chaussure a pu provoquer l'empreinte de pas qui a été relevée par les enquêteurs. Donc je pense que les enquêteurs ou les magistrats n'ont pas été au bout des investigations qui étaient possibles de faire dans cette affaire. La perquisition chez Christophe révèle d'autres surprises. Les enquêteurs ont été surpris de retrouver dans sa chambre un article de journal, un article de presse, relatant l'assassinat de M. Alessandri. Autre élément troublant, on retrouve des boîtes de balles de fusil de chasse dans la chambre de Christophe. Pour certaines d'entre elles, le calibre ne correspond à aucune des armes de la maison. Ils se rendent compte que le papa de cette personne donc, a des fusils de chasse calibre 16, que là, en l'occurrence, il trouve des balles dans sa chambre de calibre 12, des boîtes de balles dans lesquelles il manque des cartouches de calibre 12. Des cartouches manquantes de fusils de chasse calibre 12. C'est précisément l'arme du crime de Richard Alessandri. Christophe est entendu à 2 reprises par les gendarmes. Il est mis hors de cause. Pourtant, un autre lien avec l'affaire Alessandri conduit à Christophe, l'homme au basket. Le lendemain du meurtre, un appel anonyme arrive à la gendarmerie de Pernes-les-Fontaines. L'appel anonyme fait référence à la participation dans cette affaire malhonnête d'un salarié de l'Intermarché. L'appel anonyme mentionne très précisément « C'est quelqu'un de l'Intermarché qui a donné l'affaire ». En juillet 2000, Christophe, l'homme au basket, travaillait à l'Intermarché de Richard Alessandri, au rayon fruits et légumes. À l'époque des faits, Johan, le fils d'Edwige Alessandri, connaît bien Christophe. Comme lui, il était saisonnier à l'Intermarché. Johan a été surpris par le comportement de Christophe. Cette personne, en fait, n'est plus venue travailler à l'Intermarché suite au meurtre et n'est pas venue demander son solde de salaire. Donc, vraiment troublé, quoi. La recette de l'Intermarché avait été exceptionnelle le week-end des faits, celui du 14 juillet 2000. Et Richard Alessandri s'en était vanté auprès de ses proches et de ses employés. C'est vrai que M. Alessandri s'était confié qu'il était heureux d'avoir fait une bonne recette. Il s'en était vanté même, non? Oui. Auprès de qui, je ne me rappelle plus, mais il s'était vanté d'avoir bien réussi. Pour ceux qui sont convaincus de l'innocence d'Edwige Alessandri, un autre scénario est possible. Informé
Par l'employé de l'Intermarché, des malfaiteurs se seraient rendus chez les Alessandri pour voler la recette du magasin. Sachant qu'en plus, ce jour-là, il ne passe pas à la banque puisque c'est un week-end, donc l'argent était forcément quelque part. Arrivé chez les Alessandri, le cambriolage aurait alors mal tourné. Merde, le coup est parti! Tirez-vous! Nous avons retrouvé Christophe, l'homme au basket. Il habite toujours dans la région. Je prépare un reportage sur l'affaire Alessandri. Ouais. Vous auriez un petit moment à me consacrer pour en parler? Non, je vous remercie, mais non, c'est pas ça ma tasse de thé. Non, mais en tout cas, vous l'aviez vu, vous, la veille? Ouais, c'était la veille du 14 juillet, ouais. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Christophe a été entendu à 2 reprises comme témoin. Ses auditions tiennent en à peine 3 feuillets. Les gendarmes ne l'ont jamais considéré comme un suspect. Ça fait peut-être beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour mettre en examen, pour confondre cet individu avec dans le meurtre de M. Alessandri. Puisque, en plus de cela, il nous dira qu'il avait, pendant le temps qu'il avait travaillé au domicile, au sein d'Intermarché, il avait apprécié M. Alessandri en tant que directeur. Christophe ne s'est présenté à aucun des 3 procès d'Edwige Alessandri, alors qu'il était convoqué comme témoin. Anne Marion, jurée au procès de Lyon, le déplore. Des éléments qu'ils ont trouvés, qui n'ont jamais été analysés correctement, des gens qui ont été interrogés, mais ils ont dit que c'était pas eux, donc on les a relâchés, mais c'est pas valable pour tout le monde, ça. Donc je pense que l'enquête, elle a été bâclée. Dans le jardin des Alessandri, un autre indice a été négligé par les gendarmes. Car à côté de la fameuse haie de laurier, il n'y avait pas que des traces de pas, il y avait aussi 2 mégots de cigarettes. Les 2 mégots sont saisis par les gendarmes. L'ADN extraite ne correspond à aucun des membres de la famille Alessandri. Ils ont extrait l'ADN pour exclure la famille, pour exclure deux membres de la communauté des gens du voyage qui à un moment étaient dénoncés dans l'histoire, et puis ça reste là. J'ai dit, attends, si on exclut les gens par rapport à ça, ça veut dire qu'on estime que ça c'est lié à l'affaire. Et on ne fait pas la recherche fondamentale d'aller questionner le fichier des empreintes génétiques. Ça me dépasse. C'est une incohérence, c'est un défaut majeur de cette enquête. En 2000, le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, était déjà performant. Pourtant, les mégots restent placés sous scellé. Jamais, les enquêteurs ne les passeront au crible du fichier FNAEG. Mais en 2009, coup de théâtre. Le président de la cour d'assises du 3e procès d'Edwige Alessandri à Lyon soulève cette faille de l'enquête en pleine audience. Le président de la cour est étonné. Comment se fait-il? Ça n'a pas été envoyé au FNAEG. Faites ça immédiatement. 9 ans après les faits, l'ADN des mégots est enfin entré dans le fichier des empreintes génétiques. Pourtant, le procès de Lyon se poursuit normalement, aux grandes dames de la jurée Anne Marion. Je veux dire, il y a un côté un peu lourd, parce que dans ces cas-là, étant donné qu'il y a des éléments où on pourrait avoir des éléments nouveaux, pourquoi il n'y a pas un ajournement? Et qu'on reprenne, quitte à ce qu'on tombe sur des éléments vraiment à charge, ma foi, après on juge en connaissance de cause, mais il y aurait dû avoir un ajournement. Aujourd'hui, même l'avocat général au premier procès d'Edwige Alessandri s'étonne que le président de la cour d'assises de Lyon n'ait pas attendu les résultats du fichier national des empreintes génétiques. Le président de la cour d'assises de Lyon aurait dû diligenter un supplément d'information? Nous, on a été surpris pourquoi ça n'a pas été fait. Oui, c'est ce qu'on... Oui, pour nous, c'est ce qui aurait été plus logique. À Lyon, Edwige Alessandri est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre. C'est sa 3e condamnation. Pourquoi le président de la cour d'assises n'a-t-il pas ajourné le procès? Nous avons tenté de lui poser la question. Il n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. L'ADN relevé sur les mégots va parler quelques mois plus tard. Le résultat va revenir et pof, ce sont 2 mégots qui appartiennent à un délinquant d'habitude, cambrioleur de la région de Carpentras. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin, ce garçon-là?
L'homme identifié a aujourd'hui 32 ans. Il est intérimaire dans la région. Nous l'appellerons Philippe. Il a été entendu par la police judiciaire d'Avignon. Il nie être mêlé à cette affaire. Pour expliquer la présence des mégots chez les Alessandri, il affirme être passé dans leur jardin par hasard. Ce Philippe, nous l'avons retrouvé. Quand j'étais jeune, j'étais passé par là, et j'avais jeté mon mégot et puis voilà. D'accord. Donc là, vous me dites en gros que les mégots sur place, c'est parce que vous étiez de passage à l'époque. Oui, moi c'est simple, à l'époque j'habitais à Pernay-Fontaine, pas très loin, c'était sur ma route en fait. Moi j'ai connu ma femme il y a cette période-là, en fait, je passais sur la route, et pour couper un travers-champ, en fait, je passais par le truc. À l'époque, la propriété des Alessandri n'était pas grillagée. N'importe qui pouvait s'approcher facilement de la maison. Pour Jean-François Abgral, ces mégots désignent forcément un suspect. Vous êtes là au pied d'une haie, qui n'est pas une haie de séparation de terrain, qui est une haie dans le jardin, d'où on observe très bien d'ailleurs. Et 2 mégots, c'est une phase d'attente, c'est pas quelqu'un qui passe. Hein, il faut un certain temps pour fumer une cigarette, puis après on attend encore et on en prend une deuxième. Donc qu'est-ce que faisait cette personne-là à attendre dans le jardin? Quand je parlais de séquences qui sont nécessaires pour commettre une agression, eh ben, il y a la surveillance de la maison. On attend que les lumières s'éteignent, un petit peu que les gens s'endorment, et là on rentre dans la maison. C'est là où on est plus efficace. Ça, je vous en parle en tant qu'OPJ, pour avoir entendu assez d'agresseurs. Philippe a un casier judiciaire qui fait état de plusieurs recels et vols. Sa dernière condamnation date de septembre 2011 par le tribunal de Carpentras. Aujourd'hui, Philippe minimise son parcours de délinquant. Oui, je suis un voleur de jardin. Je sors d'un jardin, je vois un groupe électrogène par terre, je le prends quoi. Je vois une tuyau d'arrosage, je le prenais quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. Selon Maître Godest, Philippe, l'homme au mégot, est un suspect sérieux. D'autant qu'il aurait menti lors de son audition chez les policiers. Cette personne disait couper à travers champ parce qu'elle n'avait pas de voiture, qui se faisait déposer en autostop. Mais la police judiciaire d'Avignon a su faire son travail et a découvert que c'était faux. Et qu'à l'époque, il avait bel et bien une voiture. Que c'est vrai qu'il y a eu mon mégot qui a été retrouvé là-bas, je l'ai appris 9 ans après. Si je l'avais appris le lendemain ou une semaine après, j'aurais pu me justifier 100 fois plus en fait. Je vais vous raconter de plus que c'est pas moi qui l'ai fait et qu'elle a été jugée 3 fois et puis voilà quoi. Pour le capitaine Roland, la présence des 2 mégots dans le jardin ne signifie rien. Je ne pense pas que ce mégot remette en question 2 ans de travail d'enquêteur et de méthode d'enquêteur particulièrement chevronnée. Seul problème, quelques heures avant le drame, Richard Alessandri avait tondu sa pelouse. Des mégots résistent-ils au passage d'une tondeuse? Nous effectuons le test. Nous avons réglé la hauteur de la coupe au maximum. L'herbe est donc coupée au plus haut et les mégots sont aspirés. Or, les photos du dossier d'instruction montrent que Richard Alessandri a tondu juste à droite de la haie de laurier. C'est précisément à cet endroit que les gendarmes ont retrouvé les mégots, représentés ici par le scellé 25. Le matin, à 6 h, ils sont saisis, ces mégots. Donc ils sont arrivés après la tonte de la pelouse et au lever du jour. Quoi. Voilà. Et avant le lever du jour. Moment, on sait qu'à partir de 1 h du matin, minuit et demi même, il y a des gendarmes sur place. Hein. Donc c'est avant. Donc c'est entre 20 h et minuit. Voilà. Cette personne, dont je ne peux vous donner le nom aujourd'hui, évidemment, était présente ce soir-là, ce jour-là, au moment des faits. Ce n'est pas rien. Les mégots, les traces de pas, 2 indices qui pourraient signer un crime crapuleux. C'est cette nouvelle hypothèse que la Cour de révision va devoir étudier dans les prochains mois. Elle devra aussi enquêter sur un nouveau témoignage recueilli récemment par la police et qui accrédite également la thèse du crime crapuleux. Ce témoin accuse nommément 3 cambrioleurs multirécidivistes de la région d'avoir tué Richard Alessandri. 2 hommes et une femme qui ne sont ni Christophe ni Philippe. Il est avéré que l'un de ces 3 délinquants était en lien à l'époque des faits avec Philippe, l'homme au mégot. Ce dernier
l'a reconnu devant les policiers lors de son audition. Je l'ai fréquenté lors de bringues, mais jamais pour faire des conneries. Devant nous, Philippe ne s'en cache pas. Il habite ici, peut-être il y a 96, 97, voilà. D'accord. Il me dit, est-ce que vous connaissez? Je peux mentir. Je dis oui, là, on joue au foot, je dis que la vérité, quoi. Toutes ces personnes se connaissent, toutes ces personnes travaillent, si j'ose dire, ensemble, font des sales coups ensemble, depuis des années. Les 3 cambrioleurs multirécidivistes dénoncés n'ont toujours pas été auditionnés par la justice. Nous avons contacté le policier chargé de l'enquête. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était, quoi. Bah, je dirais rien, vous savez bien. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit? Il n'y a pas d'instruction d'ouverte? Bah non, j'ai pas communiqué, monsieur. Aujourd'hui, les 2 fils d'Edwige Alessandri voudraient tourner la page. Brice est à la recherche d'un emploi. Johan est agent immobilier en Nouvelle-Calédonie. Pour réhabiliter le nom de Richard Alessandri et laver l'honneur de leur mère, ils placent tous leurs espoirs dans la commission de révision. J'espère que cette requête aboutira, qu'on pourra rouvrir l'enquête et cette fois-ci, les trouver, quoi. Avoir un procès avec eux en face et qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait, quoi. La première victime dans cette affaire, c'est quand même Richard. J'ai envie de venger sa mémoire et que les gens qui ont fait ça payent pour ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Edwige Alessandri est sortie de prison. Avec cette affaire, pas facile de retrouver du travail. Elle espère que la justice va réviser son jugement. Mais une telle procédure est rarissime. Depuis 1945, ce serait seulement la 9e fois que cela arrive en France.